Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le journaliste Seymour Hersh, 85 ans, lauréat du prix Pulitzer pour ses révélations sur les crimes de guerre américains au Vietnam. C'est également lui qui avait exposé les atrocités dans les prisons en Irak. Donc reporter vedette du New York Times, également du New Yorker, a révélé dans une enquête publiée sur son blog, d'abord dans un premier temps, mercredi dernier, une enquête selon laquelle les sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2, donc qui avaient lieu en septembre dernier dans la mer Baltique, étaient l'œuvre, selon lui, des États-Unis et non de la Russie, comme l'ont dit beaucoup de pays occidentaux. Une enquête qui a été ensuite reprise, notamment par le célèbre journal Le Times, ainsi que le New York Post. Alors, côté officiel, côté Washington, évidemment, l'information est démentie. Je cite, « Ces révélations sont totalement fausses et relèvent de la pure fiction », a rétorqué Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Même son de cloche du côté de la CIA. On parle d'un article absolument faux. Le ministre norvégien des Affaires étrangères a lui aussi nié l'implication de son pays, jugeant ces allégations fausses. Et le gouvernement allemand a été interrogé sur le sujet le 10 février et a répondu « Le gouvernement fédéral s'occupe à différents niveaux de cette affaire et le procureur général enquête. Bref, on s'occupe de cette question. Circuler, il n'y a rien à voir. » Côté russe, on dit que cette publication, il y a certaines choses dans cette publication qui sont contestables, d'autres ont besoin d'être prouvées, mais cet article est remarquable par son analyse profonde et son exposé harmonieux. Il serait au moins injuste de ne pas y prêter attention, surtout pour un pays comme l'Allemagne qui a été privé de cette infrastructure énergétique cruciale. Voilà ce que dit le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Alors que faut-il penser de cette enquête de Seymour Hersh, dont l'une des faiblesses avancées en tout cas est de ne reposer que sur une source? Eh bien, on pose la question à Jacques Beau qui suit depuis longtemps le travail de ce journaliste, de cet enquêteur. Et Jacques Beau, avec qui on avait déjà eu une très belle table ronde concernant le 4 octobre dernier, concernant justement les différentes pistes ouvertes autour de la responsabilité de ce sabotage. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes ex-membre des renseignements suisses, chef de la doctrine des opérations de la paix pour les Nations Unies et chef de la lutte contre la prolifération des armes légères à l'OTAN. Vous avez été au sein de l'OTAN, vous avez participé à des programmes en Ukraine, notamment après la révolution de Maïdan entre 2014 et 2017. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Je vais citer les deux derniers. Opération Z, qui est qui a eu, alors je cherche les mots en français, qui a eu des records de vente, et Vaincre le terrorisme djihadiste, c'est votre dernier livre aux éditions Max Milo. Alors aujourd'hui, Jacques Beau, beaucoup de choses sur cette enquête, évidemment. On va revenir sur le fond et sur la forme. D'abord sur le profil du journaliste. Aujourd'hui, il est déjà, ce profil, interrogé par pas mal de journalistes en France. Je vous propose d'écouter, et ensuite je vous donne la parole pleinement, Nicolas Poincaré sur RMC au sujet du profil dit controversé de ce journaliste. C'était le 10 février. C'est une légende du journalisme d'investigation. En 1969, il est à l'origine des révélations sur le massacre de My Lai au Vietnam. Il raconte comment une section américaine a liquidé tous les habitants d'un village, hommes, femmes et enfants, près de 500 morts. Finalement, les militaires seront jugés et condamnés et Hersh recevra le prix Pulitzer. 35 ans plus tard, le journaliste publie son deuxième scoop mondial sur les tortures de l'armée américaine dans la prison d'Abu Ghraib en Irak. Vous vous souvenez peut-être d'une photo d'une femme militaire américaine qui tenait en laisse des prisonniers irakiens nus. C'est lui qui avait révélé ce scandale. Seulement, aujourd'hui, Seymour Hersh a maintenant 85 ans et il n'a plus la même aura. D'abord, dans la vie, il est extraordinairement antipathique et arrogant, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est plus embêtant, c'est que ses dernières enquêtes ont été très contestées et même plusieurs fois refusées par les plus grands journaux américains. Il a par exemple nié l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad en Syrie, mais sans apporter de preuves crédibles de ce qu'il avançait. Pour son dernier scoop sur le sabotage américain en mer Baltique, il ne s'appuie que sur une source anonyme. Il raconte les faits comme dans un roman d'espionnage. C'est tout à fait captivant, mais pas forcément convaincant. Oui. Résultat, on ne sait toujours pas qui a saboté ces gazoducs. Voilà, Jacques Beau, c'est pas très étonnant, mais voilà ce qu'on peut entendre maintenant dans les médias, on va dire, de grands chemins, notamment occidentaux. En gros, circuler, rien à voir, ou alors ce journaliste qui fut un grand journaliste est aujourd'hui un journaliste controversé. Non, alors je crois que l'analyse n'est pas honnête. Seymour Hersh est sans doute
un des plus grands journalistes d'investigation américains du siècle passé et de ce siècle probablement aussi. Euh, et il a bien plus de divulgation et de révélation que ce qu'on veut bien dire. Je ne les ai pas toutes en tête, mais vous pouvez les trouver sur Wikipédia. C'est une liste assez impressionnante de révélations. La particularité de Seymour Hersh, c'est qu'il a un réseau absolument incomparable au Pentagone et dans la communauté du renseignement américain. C'est la raison pour laquelle j'ai, comme vous l'avez dit vous-même, beaucoup suivi ses travaux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle, évidemment, quand il révèle des choses que le gouvernement a fait, il ne faut pas s'attendre à ce que le gouvernement l'applaudisse. Et oui, évidemment. Et puis, certainement pas non plus des grands journaux comme le New York Times, Washington Post, qui, depuis quelques années, ont un peu vendu leur âme au diable, en fait, parce que ils ont très largement cautionné des actions du gouvernement américain, ce qu'ils ne faisaient pas d'ailleurs dans les années 60, 70, 80. Tout à Donc fait. on a une évolution dans le paysage médiatique américain. Seymour Hersh est quelqu'un, en l'occurrence, il ne faut pas oublier que c'est un juif d'origine lituanienne, donc c'est quelqu'un qui a priori n'a aucune Amitié, sympathie oui. pour Poutine, Oui. etc. Mais c'est quelqu'un qui connaît très très bien, comme j'ai dit, les réseaux américains. Alors évidemment, c'est toujours un peu, on peut parfaitement critiquer le fait qu'il n'utilise qu'une seule source. Maintenant, si la source, et comme il le dit d'ailleurs, il dit que c'est une source qui a un contact, qui a eu un lien direct avec l'opération, alors évidemment, vous savez, quand je vois les sources sur lesquelles M. Poincaré s'est appuyé pour affirmer que c'était la Russie qui était coupable, j'entends, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Ce qu'on apprend en fait, ce qu'on savait en réalité déjà avant l'article de Hersh, c'est que ça n'était pas la Russie. Et ça, on en avait la certitude, malgré ce que dit M. Poincaré. Et on savait que c'était pas la Russie, tout simplement parce que les Suédois ont fait 2 enquêtes, une des services de renseignement intérieur, une de l'armée ou de la marine suédoise. Les Danois ont également fait une enquête sur l'événement avec une commission conjointe de la police danoise et des services de renseignement intérieur. Et on a également une enquête de l'Allemagne et on a eu naturellement des enquêtes aussi de la société Gazprom version occidentale. Et on se rend bien compte que si une seule de ces enquêtes avait affirmé qu'il s'agissait de la Russie, on en aurait très largement entendu parler, ce qui n'a pas été le cas. Il n'y a eu aucune réunion d'urgence à l'OTAN concernant ça, et vous pensez bien que pour un événement qu'on a qualifié d'acte de guerre, tout ça signifie que la Russie n'était très certainement pas impliquée. D'autre part, soit les Danois, soit les Suédois ont refusé de partager leur information avec les Allemands, ce qui montre bien qu'on n'est pas du tout avec une affaire pour la Russie. Alors Jacques Beau, je vous arrête une seconde. On va revenir évidemment avec vous. On a encore tout le temps derrière sur les révélations de Seymour Hersh. Il est 8h pile sur Ligne Droite. On fait un rapide point sur les informations avec Corentin Perini. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant que le grand journaliste prix Pulitzer Seymour Hersh a fait des révélations sur son blog mercredi dernier concernant les origines du sabotage de Nord Stream 1 et 2. Donc c'était mercredi dernier et nous sommes pour en parler avec Jacques Beau qui suit les travaux de près de Seymour Hersh depuis bien longtemps. Jacques Beau, ancien membre des renseignements suisses, ancien chef de la doctrine des opérations de la paix pour les Nations Unies et chef de la lutte contre
contre la prolifération des armes légères à l'OTAN. Il a d'ailleurs participé à des programmes en Ukraine, notamment après les révolutions, je vais y arriver, de Maïdan en 2014 et 2017, et auteur de ses 2 derniers ouvrages, Opération Z et Vaincre le terrorisme djihadiste, tous 2 aux éditions Max Milo. Jacques Beau, nous avons été coupés par le Flash Info, mais vous commencez à nous expliquer, on savait, donc déduction faite de toutes les enquêtes qui sont faites au niveau occidental, que ce n'était pas la Russie la responsable, contrairement à ce qu'on a pu entendre et lire dans certains journaux, n'est-ce pas ? Parce que si ces enquêtes avaient mené à un quelconque indice qui se tournait, qui dirigeait vers la responsabilité vers la Russie, évidemment, on en aurait entendu parler. Ça, c'est un fait. Et en fait, on en arrivait à là. Que rajoute cette enquête, finalement, vis-à-vis de ce qu'on avait déjà pu déduire, d'ailleurs, ensemble, quand vous étiez venu la dernière fois chez nous? Alors, avant d'aborder ce qu'elle affirme, on pouvait dire, à partir du moment où on sait que ce n'est pas la Russie, on savait que c'était un pays de l'OTAN. Oui. Donc, on savait que c'était un pays de l'OTAN qui avait détruit une infrastructure appartenant à un autre pays de l'OTAN. Et on savait également que si cela s'était fait, ça aurait été impossible sans l'accord politique des Américains. Donc, les Américains devaient nécessairement être impliqués à un degré ou à un autre dans cette affaire. À part ça, effectivement, on peut discuter l'article de M. Hirsch dans le sens où il y avait des indices également, il y a des indices même assez probants que les Britanniques aient été impliqués, et également d'autres pays que la Norvège, notamment le Danemark, puisque vous savez que la région qui entoure Bornholm est, du point de vue du renseignement, sous la responsabilité du Danemark pour la surveillance du passage des sous-marins à travers ce qu'on appelle en jargon de l'OTAN les BALTAP, c'est-à-dire les approches de la Baltique, qui permet la conduite stratégique des forces nucléaires, ensuite des forces navales nucléaires américaines. Donc il y a quand même quelques points d'interrogation. Mais néanmoins, il y a des éléments intéressants dans l'article, et notamment un élément intéressant concerne les mécanismes de décision et comment la décision a été mise en place. Tout d'abord, on sait par cet article, ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment très surprenant, mais qui est une confirmation, que cette décision a été prise par un très petit nombre de personnes, 5 personnes, 4 ou 5 personnes, c'est-à-dire Joe Biden lui-même, Jake Sullivan, son conseiller à la sécurité nationale, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, et Victoria Nuland, qui est assistante du secrétaire d'État. Ce qui montre d'ailleurs un poids assez important de Victoria Nuland dans le mécanisme de décision, parce que en réalité, sa fonction ne la conduit pas automatiquement à être dans un cercle aussi étroit de décision pour une chose aussi grave qu'un acte de guerre, puisqu'on l'a défini comme un acte de guerre. Et puis, il y a et puis, pardon, Jacques Beau sur Victoria Nuland a précisé pour nos auditeurs que Victoria Nuland est déjà sur la place de Maïdan en 2014. Donc, disons qu'elle est dans le dossier ukrainien depuis longtemps. Oui, elle est originaire de sa famille est originaire de cette région, donc il y a évidemment quelque chose de très personnel dans cet engagement, comme on le retrouve d'ailleurs avec d'autres personnalités qui sont impliquées, Madame von der Leyen, Anthony Blinken aussi, qui vient aussi de cette région d'ailleurs, Chrystia Freeland, la ministre du budget canadienne, viennent aussi de cette région à l'origine. Donc, on a quelque chose de très, très personnel, sans doute beaucoup plus intime que simplement une affaire de politique. Enfin, c'est bien une affaire de politique internationale, mais il y a des ramifications plus profondes, sans doute. Et puis, associé à ce mécanisme de décision, il y avait probablement William Burns, le directeur de la CIA, quoique son implication n'est pas très claire. Certainement que la CIA a coordonné cette affaire, mais elle n'a pas été directement impliquée dans cette... en France, on met tout directement sous le label CIA dès qu'il y a des opérations clandestines. Ça n'est pas vrai. Et en l'occurrence, et c'est la deuxième vraiment l'élément important de l'article de Hirsch, c'est que cette décision
à contourner tous les mécanismes de contrôle parlementaire. Donc, si vous voulez, les mécanismes de décision démocratique qui ont été mis en place aux États-Unis ont été totalement contournés pour prendre cette décision. Comment on a fait ça? Mais tout d'abord, vous savez que le président des États-Unis est le chef suprême des armées aux États-Unis, et donc quand il engage des troupes ou des opérations spéciales, des opérations clandestines, il a l'obligation d'en informer le Congrès. Il peut l'informer avant ou après, et après d'ailleurs, mais il doit l'informer. D'ailleurs, en l'occurrence, pour une opération de ce type-là, qui vient sous le titre 50 du Code américain, il aurait dû l'informer le Congrès avant. Mais pour contourner ça, ils n'ont pas utilisé des militaires. Ils ont engagé des plongeurs qui sont en préparation pour être engagés dans des opérations spéciales américaines. C'est une école de plongée de Panama City qui forme les plongeurs des SEALs américains ou des services spéciaux de la CIA d'ailleurs, mais qui sont des civils, qui ne font pas partie, qui ne sont pas subordonnés au Special Operations Command, dont les opérations sont soumises à notification au Congrès. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite de ça, il y a eu un mécanisme assez subtil parce que quand Victoria Nuland avait dit en janvier 2022 que la Nord Stream allait d'une manière ou d'une autre être arrêté, et que ça a été répété par Joe Biden lors de sa conférence de presse avec Olaf Scholz au début février, je crois que c'était le 7 février 2022, où il avait dit si la Russie entre en Ukraine, Nord Stream 2 sera tout simplement stoppé, il n'existera plus. Et une journaliste lui avait demandé comment vous allez faire ça, et Joe Biden avait dit vous inquiétez pas, on va le faire. Et donc, si vous voulez, à ce sujet d'ailleurs, Jacques Beau, on l'a ce petit sonore très court de Joe Biden qui donne exactement la réponse. Alors ce sera en anglais, mais c'est quand même intéressant pour nos auditeurs. Je vous propose de l'écouter, on fera la traduction juste après. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Voilà. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will. I promise you, we'll be able to do it. Voilà, vous l'avez peut-être compris, mais je vous repropose une traduction rapide. Donc, nous allons mettre fin au Nord Stream 2 si la Russie envahit les frontières de l'Ukraine. Voilà ce que dit Joe Biden le 7 février 2022. Et la journaliste qui pose cette question, mais comment allez-vous faire puisqu'il s'agit d'un projet européen? Je vous promets que nous serons capables de le faire. Voilà la réponse de Joe Biden dont vous parliez. Donc, c'était seulement pour avoir l'illustration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration a été considérée par ceux qui ont conçu le projet de destruction du gazoduc. Ces déclarations ont été prises comme des notifications au Congrès, ce qui est quand même assez tordu. Et de ce fait, ils ont dit, ben voilà, on n'a pas besoin d'annoncer davantage. Enfin, l'intention a été expliquée, donc on a expliqué l'intention et l'objectif. Donc, à partir de là, on ne peut rien faire de mieux pour le Congrès et on ne fait rien de plus. Et voilà. Après, c'est des questions de modalités. Voilà. Et les modalités, c'est la troisième astuce qui a été utilisée par ce groupe de personnes, c'est d'utiliser la couverture d'un exercice qui se déroule annuellement dans la région de la Baltique. C'est un exercice naval qui s'appelle BALTOPS. Et puis, l'itération de 2022, c'est évidemment BALTOPS 22. Et on a utilisé donc la couverture de cet exercice pour inclure à l'intérieur de l'exercice. D'ailleurs, quand vous voyez sur le site de l'US Navy, c'était très clairement expliqué. Tout à fait. Et je précise qu'on en avait déjà parlé à ce moment-là. On avait relevé la dernière fois, Jacques Beau, tous les deux. Voilà. On avait bien travaillé sur notre enquête également. Cette coïncidence, on va dire, des manœuvres américaines
américaine qui était tout à fait officielle et on peut le lire. Moi, vous avez cité une autre revue, mais moi, je l'avais vérifié sur la revue Sea Power, donc qui est la publication officielle de la Navy américaine. Voilà, tout à fait. Donc, c'était parfaitement cohérent et ça a été fait à dessein. Et on a parlé même d'engagement de plongeurs sous-marins pour désamorcer ou traiter les problèmes d'explosifs sous-marins. Donc, oui. C'était très clair, oui. C'était très, très clair en réalité. Simplement, on a refusé. C'est là où, effectivement, les commentateurs occidentaux, et notamment, surtout les commentateurs européens, et particulièrement en France, non, pas seulement, mais en France et en Grande-Bretagne, c'est là où on a les commentateurs sans doute de plus mauvaise foi, disons-le franchement. Vous en avez donné un exemple tout à l'heure. Oui, il y avait beaucoup d'indices qui pointaient en direction d'une responsabilité américaine et de fait, l'article de Seymour Hersh met en cohérence tous ces éléments qu'on savait déjà. Donc, si vous voulez, dans le fond, c'est pas vraiment nouveau parce que on avait bien compris que la Russie n'avait pas intérêt à détruire des infrastructures qu'elle avait en grande partie financées. On voyait bien qu'il y avait une intention d'ailleurs, qui a été exprimée depuis les années 80 par les Américains, de découpler les Européens de la Russie. C'est de nouveau, on a des rapports des années 80 qui disent très clairement exactement ce que nous répètent d'ailleurs les propagandistes d'aujourd'hui, c'est que la dépendance de l'Europe par rapport à l'énergie, enfin à la Russie, plus qu'à l'énergie, est un talon d'Achille du traité de l'Atlantique Nord, etc. Donc, tout ça est parfaitement cohérent. Vous avez cité les démentis tout à l'heure officiels. Alors, il faut quand même être prudent sur la nature de ces démentis. D'abord, les personnes concernées, c'est-à-dire les 5 personnes que j'ai évoquées tout à l'heure qui ont participé au cercle de décision, aucune d'entre elles n'a démenti. On a des démentis des porte-paroles. Oui. Bon, c'est une opération clandestine. C'est un peu logique que vous la démentiez. Donc, on est de nouveau dans quelque chose de très cohérent. Mais ce qui est intéressant, c'est que William Burns lui-même n'est pas intervenu. Parce qu'il est quand même mentionné dans le rapport, enfin le rapport, l'article. L'enquête, oui. Et il aurait pu lui-même monter au créneau. Or, il ne l'a pas fait. On sait qu'une partie de la CIA n'était pas favorable à ce projet, qu'il y avait eu des oppositions au sein du gouvernement américain, comme d'ailleurs dans beaucoup de phénomènes, on a l'impression, parce que particulièrement en France, les médias sont extrêmement polarisés, mais quand vous regardez la manière dont ont été prises certaines décisions sur les sanctions, etc., vous remarquez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de débats qu'en Europe. Oui. En Europe, le mécanisme, la manière de prendre des décisions est totalement idéologique. Elle se compare d'ailleurs avec la décision qu'on a prise pour le mécanisme pour cet incident ou cet attentat contre Nord Stream. Il n'y a pas beaucoup de réflexions. On est dans des réflexions à court terme, on n'est pas dans des réflexions à long terme. On est dans des réflexions dans lesquelles il n'y a aucune stratégie de sortie, et c'est d'ailleurs le problème qu'ont actuellement les Occidentaux, ne savent pas comment se sortir de cette crise ukrainienne qu'ils alimentent en réalité. Ils n'ont jamais défini ce qu'ils cherchaient à atteindre finalement en Ukraine. On se rend bien compte que les quelques objectifs qu'on pourrait imaginer de renvoyer les Russes à l'extérieur des frontières de l'Ukraine telle qu'elle était au début 2022, tout ça, on s'aperçoit que c'est un objectif qui est quand même assez lointain et qu'on devrait aujourd'hui examiner de manière beaucoup plus pragmatique
les solutions possibles, parce que, en définitive, ce que sont en train de faire les Russes, c'est d'écraser petit à petit tout le potentiel ukrainien. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit tant que les Ukrainiens continuent, bah, nous, on va les détruire. Et vous aurez un moment où il y aura plus d'Ukraine du tout. Pas qu'elle sera peut-être même pas du tout occupée par la Russie, mais il y aura tout simplement plus de combattants. Et plus de combattants, ça veut aussi dire plus d'ouvriers dans les usines, ça veut dire il y aura plus rien. Déjà, même maintenant, l'armée ukrainienne se bat avec les déserteurs ou contre les déserteurs, plus exactement. Ils ont durci les lois contre la désertion. Donc c'est la deuxième ou la troisième fois qu'ils durcissent cette loi pour donner l'autorisation de mesures beaucoup plus sévères, coercitives, voire l'usage des armes d'ailleurs par les officiers contre les militaires. Donc on voit bien qu'on est on est en train de saigner l'Ukraine à blanc, et quel que soit l'objectif qu'on puisse avoir à propos de l'Ukraine ou de la Russie, le fait de saigner l'Ukraine à blanc n'apportera rien à personne. Certainement pas aux Ukrainiens, et probablement d'ailleurs, d'une certaine manière, on fait le travail des Russes. Donc, vous pouvez prendre cette affirmation dans le sens que vous voulez, mais j'entends, on ne rend pas service. On n'est pas en train de rendre service aux Ukrainiens. On rend service à nos égos et à nos dogmes, mais pas aux Ukrainiens. Et donc voilà. Et là, on a au sein des États-Unis, on a beaucoup plus de gens critiques dans toutes ces décisions. Et c'était valable pour les sanctions. Je rappelle, par exemple, les sanctions contre le capping du prix du pétrole. Au début, c'était les Américains qui étaient opposés. Les Américains étaient opposés à ce qu'on sanctionne, d'ailleurs, les produits énergétiques, gaz et pétrole. Il y a eu beaucoup de même le découplage de la Russie du système de paiement SWIFT. C'est aussi les Américains étaient opposés au départ. Ce sont les Européens qui ont poussé à ça. On s'aperçoit aujourd'hui que c'était une erreur de les avoir découplés, mais comme on s'aperçoit que c'était une erreur d'avoir sanctionné les produits pétroliers et les produits énergétiques, donc les Européens ont beaucoup moins de réflexion dans leurs décisions que les Américains. Je pense que les Américains ne sont pas tout blancs. Hein. Le but n'est pas ici de blanchir les Américains, mais je dis qu'ils ont dans leur système des mécanismes, des mécanismes de décision qui peuvent être contournés, comme on l'a vu, mais ils ont dans leur système des réflexions beaucoup plus saines, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toujours dominent la décision finale, mais ils ont la parole, tandis que chez nous, les voix discordantes n'ont absolument pas la parole. On le voit bien. Ça, c'est un élément assez intéressant. Alors, Jacques Beau, encore une question concernant donc, les révélations de Seymour Hersh. Finalement, donc, on a vu un peu rapidement, évidemment, hein, après, j'invite tous les auditeurs à se procurer cette enquête qui n'est pas si longue, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en France. Elle a été traduite par un site qui s'appelle Le Cri des Peuples, si vous voulez la voir en français. Donc, on a compris ce système des plongeurs, donc cette manœuvre dont on a parlé tout à l'heure, qui en fait, selon cette enquête, profiterait d'une manœuvre officielle et bien annoncée pour poser les explosifs télécontrôlés sur les fameux gazoducs. Et ensuite, il y a d'autres choses qui sont révélées dans cette enquête qui montrent comment on a pu les mettre en place. Il y a la mécanique. Oui. La mécanique effective, c'est-à-dire qu'on a mis en place des explosifs et ensuite il fallait déclencher ces explosifs. Dans un premier temps, apparemment, ils avaient mis des sortes de timers, des minuteurs qui devaient faire exploser ces charges en 48 heures. Mais comme 48 heures avait été jugé un peu trop proche du passage un peu trop visible, des navires, voilà, donc la corrélation aurait été trop faible. Donc, ils ont décidé de changer le mécanisme de mise à feu et d'utiliser un système télécommandé. Mais comme c'est sous l'eau, les ondes radio passent
pas de la même manière, donc il a fallu mettre une bouée sous-marine, enfin, oui, Une bouée un truc sonar, comme oui. ça. Oui. Oui, exactement. Il a fallu la parachuter sur site le 26 février Oui. par un appareil qui est venu spécialement au-dessus de la Baltique, qui a passé en Pologne pour se ravitailler, qui ensuite a largué sa balise et puis est reparti vers les États-Unis. Donc c'est une opération quand même qui Et, est, qui je est- crois que qui est pas je anodine. crois que l'avion était qui a balancé cette, si on peut dire ça comme ça, cette bouée était norvégien, non? Si j'ai bien suivi. Apparemment, alors, ce que j'ai vu, c'est que c'était un P8 Poséidon, mais Hmm. écoutez, Enfin bon, c'est oui. possible Non, non, qu'il mais c'est était. pas. Non. Alors, De toute façon, la oui. Norvège, le rôle de Norvège n'est pas très clair dans Hmm. cette affaire. Hmm. Et c'est peut-être aussi un des points que je pas contesterai, parce que je ne suis pas en position de le contester, Hmm. Vous mais questionnerez, qui vous questionneriez, m'interroge. oui. Voilà, oui. Alors pour conclure, parce qu'il faut qu'on conclue là, on arrive à la fin de cette table ronde. Finalement, vous l'avez dit, ce qui se passe aux États-Unis est beaucoup plus, comment dire, il y a beaucoup plus de débats, enfin d'échanges, on va dire musclés, même si ça ne se voit pas à l'extérieur dans les prises de position et les décisions de ce qui se passe en ce moment sur la politique internationale. Vous l'avez décrit pour l'Europe. Est-ce que vous pensez finalement que et le fait qu'on soit assez suiviste sur une position, sur une ligne, est-ce que finalement cette enquête peut changer quelque chose ou rien du tout? Parce que pour le moment, on n'a pas l'impression que ça change grand-chose. Alors, je pense que les Européens sont trop engoncés dans leur dogmatisme pour que ça fasse quelque chose. D'ailleurs, on voit que cette enquête, d'ailleurs même depuis très longtemps finalement, les enquêtes qui avaient été faites, les enquêtes officielles qui avaient été faites par les Suédois et les Danois, on sait depuis longtemps qu'elles ont été faites et vous n'avez vu absolument aucun écho dans les Oui, médias, oui. parce qu'on veut tout simplement que ce soit les Russes qui soient les méchants, point barre. Et le truc, c'est que maintenant, de plus en plus, on va avoir des révélations un peu de ce genre-là qui vont venir. Et puis, on va constater tout simplement que nos médias, et d'ailleurs, on constate déjà que nos médias n'ont fait que mentir depuis une année. On le voit, on a parlé Presque tous. d'une Ukraine qui Pas gagnait. tous. Presque tous, oui, c'est vrai. J'avoue que votre média Et puis fait la quelques autres chaînes. différence. Oui, 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 il y a quelques autres chaînes aussi, mais disons dans l'ensemble, je parle des médias bien sûr, traditionnels, bien bien sûr, sûr. on constate que le fait d'avoir dit que l'Ukraine gagnait, que la Russie avait plus de munitions, etc., etc., on se rend bien compte qu'on ne gagne pas une guerre en prétendant qu'on la gagne. Ça, c'est ce que les Français avaient fait en 1914, c'est ce qu'ils avaient fait en 1940 aussi, et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Là, on doit être, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Russie, il faut rester réaliste avec les choses, sans quoi on fait la mauvaise guerre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les Européens font la mauvaise guerre. Les Américains l'ont un peu mieux comprise que les Européens, mais je pense et j'affirme que les Européens, et particulièrement en France, c'est beaucoup plus marqué en France qu'ailleurs, enfin peut-être en Grande-Bretagne aussi, on n'a absolument pas compris la nature de la guerre qui était menée. Et quand vous ne comprenez pas ce que vous faites, il est impossible de gagner. C'est pratiquement, vous ne pouvez pas gagner si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Et c'est exactement ce qui se passe. De nouveau, ça n'a rien à voir avec qui on aime ou qui on n'aime pas, qui est gentil et qui est méchant, mais on s'aperçoit bien que quand on dit que les Russes n'ont plus de missiles, donc on ne donne pas d'antimissiles à l'Ukraine, et puis les Russes ont encore des missiles. Donc les Ukrainiens n'ont pas d'antimissiles, mais il y a des missiles. Donc on voit bien qu'on est dans un système où on s'est convaincu nous-mêmes de la nature de cette guerre. Et puis, on est en train, enfin, c'est pas nous enfin, vont payer le prix un petit peu, mais ceux qui en payent le prix qui C'est les paieront le Ukrainiens. prix le plus élevé,
sont les Ukrainiens. Évidemment. Merci beaucoup Jacques Beau, en tout cas pour votre éclairage autour de ces révélations du journaliste américain Seymour Hersh sur Nord Stream 1 et 2, leur sabotage. Vous l'avez dit, peut-être d'autres révélations suivront petit à petit et finalement continueront de montrer, de révéler au grand jour que nous ne sommes peut-être pas pleinement dans la vérité en ce moment, dans les discours, dans le narratif qu'on peut entendre nous de notre côté occidental. Merci encore Jacques Beau et je rappelle vos 2 derniers livres, Opération Z et Vaincre le terrorisme djihadiste aux éditions Max Milo. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.